S'étendant sur près de 7 millions de kilomètres carrés, l'Amérique du Sud est un continent où la nature sauvage règne encore en maître. De la plus grande forêt tropicale du monde, aux imposantes chaînes de montagnes qui grattent le ciel, des déserts arides aux vastes zones humides regorgeant de vie. C'est une terre d'extrême spectaculaire. Ici, l'évolution a créé des créatures introuvables ailleurs sur Terre. Des espèces qui défient l'imagination. Des stratégies de survie nées de millions d'années d'adaptation. Nous parcourons maintenant ce continent vibrant pour découvrir quelques-uns de ces espaces sauvages les plus extraordinaires. Chacun abrite des animaux remarquables qui ont conquis leur territoire, parfois contre toute attente. C'est l'Amérique du Sud, sauvage, impitoyable et absolument magnifique. S'élevant brusquement du sol de la forêt tropicale, des falaises de grès abruptes s'élèvent à des milliers de mètres dans le ciel. Leurs sommets plats, souvent enveloppés de nuages, forment des îles isolées dans l'air, séparées du paysage environnant depuis des millions d'années. Voici les Tepuis, d'anciennes montagnes tabulaires du bouclier guyanais, parmi les plus anciennes formations géologiques de la Terre. Datant de près de 2 milliards d'années, à l'époque précambrienne, ces vestiges de grès ont résisté à la collision et à la séparation des continents, tandis que d'innombrables espèces évoluaient et disparaissaient. L'isolement de leur sommet a créé des laboratoires d'évolution uniques au monde. Nombre de plantes et d'animaux présents au sommet de ces îles célestes n'existent nulle part ailleurs. Ayant évolué en totale indépendance de leurs plus proches parents pendant des dizaines de millions d'années. Ici, le temps lui-même semble s'écouler différemment. Des espèces présumées éteintes depuis des éons peuvent encore prospérer dans ces mondes oubliés. Des conditions qui ont disparu du reste de la planète il y a longtemps persistent dans ces royaumes raréfiés. Bienvenue dans les Tepuis du Venezuela, de la Guyane et du Brésil. Ces paysages sont si extraordinaires qu'ils ont inspiré Le Monde perdu d'Arthur Conan Doyle et les montagnes flottantes du film Avatar. Ce ne sont pas de simples montagnes, mais des fenêtres sur le passé lointain de la Terre. L'origine de ces formations remarquables remonte à des sédiments déposés dans une mer ancienne il y a près de 2 milliards d'années. Comprimés en grès et quartzite, ces roches ont ensuite été soulevées pour former le bouclier guyanais, l'une des formations géologiques les plus anciennes de la Terre. Au fil des millénaires, l'érosion a creusé la roche environnante plus tendre, laissant ces formations plus résistantes se dresser dans un magnifique isolement. Aujourd'hui, on compte environ 115 tepuis majeurs, allant de quelques kilomètres carrés à l'immense tepuis d'Aoyan, qui couvre plus de 700 kilomètres carrés. Ce qui rend ces formations véritablement extraordinaires, c'est leur isolement écologique. Leurs falaises abruptes, dont certaines s'étendent à plus de 900 mètres de hauteur, constituent des barrières efficaces à la migration de la plupart des plantes et des animaux. Les espèces piégées au sommet de ces sommets lors de leur séparation des terres environnantes ont évolué en vases clos, développant des adaptations uniques.
explorons quelques habitants remarquables de ces anciennes îles célestes, témoignages vivants du pouvoir de l'évolution dans l'isolement. Dans l'environnement frais et brumeux du sommet d'un tepuy, un petit mammifère distinctif se déplace avec détermination le long des rives d'un ruisseau sombre. De la taille d'un petit lapin, il combine des caractéristiques qui semblent empruntées à divers groupes animaux. Le museau sensible d'une musaraigne, les adaptations aquatiques d'une loutre et l'apparence d'un gros rongeur. Il s'agit de la musaraigne loutre géante des tepuys, une énigme évolutive que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Ni une véritable musaraigne, ni apparentée aux loutres, cette créature remarquable appartient à une ancienne lignée de mammifères ayant évolué isolément au sommet de ces montagnes. Ses plus proches parents pourraient être de petits insectivores des forêts tropicales africaines, un mystère biogéographique qui suggère des liens remontant à l'époque où l'Amérique du Sud et l'Afrique se sont réunis au sein du supercontinent Gondwana. Parfaitement adaptée à son habitat spécifique, la musaraigne loutre partage son temps entre la recherche de nourriture terrestre et la chasse aquatique. Sa fourrure imperméable et ses pattes partiellement palmées en font une nageuse efficace, tandis que ses moustaches sensibles détectent les mouvements de ses proies dans les eaux sombres des tepuys. L'animal glisse alors dans l'eau sans faire de bruit. Nageant avec des mouvements ondulants rappelant ceux d'une loutre, il utilise son odorat sensible pour détecter les proies cachées dans les crevasses sous-marines. Petits poissons, insectes aquatiques et crabes d'eau douce constituent l'essentiel de son régime alimentaire. Ce qui rend cette espèce remarquable n'est pas seulement son apparence unique, mais aussi son extrême spécialisation. Présent uniquement dans les cours d'eau cristallins au sommet de certains tepuys, ces animaux ont besoin de conditions très spécifiques, comme une eau propre et fraîche, une proie abondante et des berges intactes pour leur terrier. Contrairement à de nombreux petits mammifères au cycle de reproduction rapide, les musaraignes loutres ne produisent qu'un ou deux petits par an. Les petits restent avec leur mère pendant plusieurs mois, apprenant les techniques de chasse complexes nécessaires à leur survie dans cette niche spécialisée. Les connaissances scientifiques sur ces animaux restent limitées en raison de leur habitat isolé et de leur comportement mystérieux. Décrits scientifiquement pour la première fois en 1962, on pensait initialement qu'ils étaient des espèces récemment arrivées au sommet des tepuys. Des études génétiques suggèrent désormais qu'ils pourraient représenter une lignée beaucoup plus ancienne, un fossile vivant préservé dans cet environnement immuable alors que des espèces apparentées ailleurs se sont éteintes. La musaraigne loutre géante est confrontée à peu de menaces naturelles dans son territoire isolé où aucun grand prédateur ne peuple les sommets des tepuys. Pourtant, son extrême spécialisation la rend vulnérable aux changements environnementaux, même mineurs. Un changement climatique affectant la température de l'eau ou la disponibilité des proies pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour une espèce qui n'a nulle part où aller. Actuellement classées comme quasi menacées, leur principale protection réside dans l'inaccessibilité de leur habitat. La plupart des sommets des tepuys se trouvent dans des parcs nationaux ou d'autres zones protégées, bien que la mise en œuvre de la loi dans ces régions reculées reste difficile. La musaraigne loutre ne représente qu'un exemple de la faune unique des tepuys, des créatures spécialisées qui ont évolué dans un splendide isolement, sans être perturbées par les grands changements évolutifs qui ont transformé la vie ailleurs sur notre planète. Dans un paysage où les nutriments sont rares et la concurrence féroce, les plantes ont développé des stratégies de survie extraordinaires. Aucune n'est plus spectaculaire que celles qui ont inversé l'ordre naturel habituel, devenant des prédateurs plutôt que des proies. Sur la roche sombre du sommet d'un tepuy, un groupe de broméliacées forme un motif géométrique saisissant. Leurs feuilles superposées forment des coupes réceptrices d'eau qui scintillent sous la lumière intermittente du soleil. Mais ce ne sont pas des plantes ordinaires. Ce sont des pièges sophistiqués pour les insectes imprudents et même les petits vertébrés. Voici Brocchinia reducta,
l'une des plus grandes broméliacées carnivores du monde et une merveille d'adaptation évolutive. Contrairement à la plupart des plantes qui puisent leurs nutriments dans le sol par leurs racines, ces chasseurs spécialisés obtiennent l'azote et le phosphore essentiels des animaux qu'ils capturent et digèrent. La conception du piège témoigne d'une remarquable convergence évolutive avec les plantes carnivores présentes ailleurs dans le monde. Des poils pointant vers le bas bordent le bord glissant, permettant aux insectes en quête d'eau ou d'abri d'entrer facilement, mais sans pouvoir s'échapper. La plante produit des rayons ultraviolets invisibles à l'œil nu, mais très attractifs pour les insectes volants. Ce qui semble être une simple eau de pluie collectée est en réalité une soupe digestive sophistiquée. La plante sécrète des enzymes qui décomposent les proies capturées, tandis que des cellules spécialisées à la surface des feuilles absorbent les nutriments obtenus. Les bactéries bénéfiques présentes dans ce liquide facilitent le processus digestif, créant ainsi un micro-écosystème complexe au sein de chaque plante. Des milliers de structures capillaires spécialisées à l'intérieur de la coupe remplissent de multiples fonctions, comme empêcher les proies de s'échapper, augmenter la surface d'absorption des nutriments et créer un habitat pour les bactéries qui contribuent à la digestion. Cette complexité est le fruit de millions d'années de perfectionnement évolutif. Contrairement à la plupart des broméliacées qui poussent comme épiphytes sur d'autres plantes, ces carnivores s'établissent directement sur le grès pauvre en nutriments des sommets des tepuis. Leur capacité à se nourrir des proies capturées leur permet de prospérer là où d'autres plantes peinent à obtenir suffisamment de nutriments. Leur reproduction elle-même témoigne d'une adaptation spécifique à leur environnement hostile. Les graines dispersées par le vent peuvent s'implanter dans les plus infimes fissures de la surface rocheuse. Une fois établies, de nombreuses espèces peuvent se reproduire végétativement, produisant des stolons qui se développent en clones de la plante mère, une stratégie qui assure la pérennité même lorsque la pollinisation est aléatoire. Les scientifiques ont identifié plusieurs espèces de broméliacées carnivores propres à différents tepuis, preuve que ces plantes ont développé leur stratégie prédatrice de manière indépendante sur plusieurs sommets isolés. Ce modèle d'évolution parallèle met en évidence la forte pression sélective exercée par les conditions de pauvreté en nutriments. Les remarquables adaptations de ces plantes ont attiré botanistes et passionnés de plantes vers les tepuis depuis leur découverte scientifique, même si atteindre leurs habitats reculés reste difficile. Leur biologie particulière continue de fournir des informations sur l'évolution des plantes et leur adaptation aux environnements extrêmes. Protégées principalement par l'isolement de leur habitat, ces plantes ne sont confrontées qu'à peu de menaces immédiates. Cependant, le changement climatique pourrait altérer le fragile équilibre hydrique dont elles ont besoin, tandis que l'intérêt croissant pour l'exploration des tepuis soulève des inquiétudes quant à leur potentiel de récolte pour le commerce horticole. Les broméliacées carnivores représentent un parfait exemple de la manière dont l'isolement favorise l'innovation évolutive, des plantes qui ont renversé la situation des animaux dans un environnement compétitif où les stratégies conventionnelles se sont avérées insuffisantes. Sur le sol sombre de certains tepuis, un petit amphibien se déplace avec une audace surprenante. Long de seulement 5 cm, sa peau jaune dorée éclatante contraste fortement avec les bruns et les verts de son environnement. Loin de se camoufler, cette grenouille signale sa présence, un avertissement qu'elle recèle un secret mortel. Il s'agit de la grenouille venimeuse dorée, possédant la toxine vertébrée la plus puissante connue de la science. Un seul individu contient suffisamment de batrachotoxine pour tuer jusqu'à 20 humains adultes. Cette neurotoxine est si puissante qu'elle est utilisée depuis des siècles par les peuples autochtones pour amorcer leur sarbacane de chasse. Un contact de quelques minutes avec une grenouille vivante suffit à fabriquer des armes mortelles. Contrairement à de nombreux animaux toxiques qui se cachent pour éviter la confrontation, ces grenouilles se déplacent avec une assurance remarquable en plein jour. Leur coloration aposématique, aux couleurs vives et menaçantes, constitue un puissant signal d'alarme pour les prédateurs potentiels. Comme les dendrobates venimeux que nous avons rencontrés en Amazonie, ces spécialistes des tepuis ne produisent pas leurs toxines en interne. Ils séquestrent plutôt des composés de leur alimentation, notamment certaines fourmis et petits coléoptères présents uniquement dans leur habitat spécialisé.
les grenouilles élevées en captivité ne développent jamais de toxicité. Ce qui rend la grenouille venimeuse dorée particulièrement fascinante, c'est son comportement social complexe. Contrairement à la plupart des amphibiens qui abandonnent leurs œufs après la ponte, ces grenouilles font preuve d'une attention parentale remarquable. Le mâle veille sur les couvées terrestres, les maintenant humides en vidant quotidiennement sa vessie dessus, un service essentiel dans un environnement où les œufs risquent de se dessécher. Lorsque les œufs éclosent et donnent naissance à des têtards, le mâle les transporte sur son dos, parfois plus d'une douzaine à la fois, jusqu'au plan d'eau propice où ils achèveront leur métamorphose. Ce transport permet aux petits d'atteindre un habitat adapté tout en réduisant les risques de prédation durant leur période la plus vulnérable. La communication entre ces grenouilles se fait par des démonstrations visuelles et des vocalisations. Les mâles établissent et défendent leur territoire, signalant leur présence par des cris distinctifs et des postures de soulèvement qui mettent en valeur leur couleur vive. Les femelles choisissent leurs partenaires en fonction de la qualité de leur territoire et de leur vigueur plutôt que de leur taille. Les grenouilles venimeuses dorées sont endémiques à certains tepuis et leurs différentes populations présentent de légères variations de coloration et de toxicité. Leurs populations isolées semblent évoluer selon des trajectoires distinctes, preuve vivante d'une spéciation en cours. Classées comme vulnérables à l'extinction, ces grenouilles sont confrontées à de multiples menaces malgré leur habitat isolé. Leur régime alimentaire spécifique les rend particulièrement sensibles aux changements environnementaux susceptibles d'affecter la disponibilité des proies. Le changement climatique, qui modifie les régimes de précipitation, pourrait perturber leur cycle de reproduction, qui dépend de conditions d'humidité spécifiques. Le plus inquiétant est le risque d'introduction du champignon chytride des amphibiens, un agent pathogène qui a ravagé les populations de grenouilles du monde entier. L'isolement des habitats des tepuis a jusqu'à présent protégé ces grenouilles, mais la fréquentation croissante des humains augmente le risque d'introduction accidentelle d'agents pathogènes. Les efforts de conservation se concentrent sur des protocoles de biosécurité stricts pour les chercheurs et les rares touristes qui visitent ces régions reculées. L'établissement de colonies de sécurité dans des environnements captifs soigneusement contrôlés offre une protection contre un éventuel effondrement des populations sauvages. La grenouille venimeuse dorée illustre la capacité des tepuis à produire des organismes extraordinaires, des créatures spécialisées dont les adaptations uniques reflètent des millions d'années d'évolution dans un splendide isolement. Pendant des millénaires, les peuples autochtones du bassin amazonien ont vénéré les tepuis, les considérant comme le refuge des dieux et des esprits. Ces croyances, combinées à l'inaccessibilité physique des montagnes, ont laissé leurs écosystèmes largement intacts, tandis que les forêts de plaine subissaient une pression humaine croissante. Le changement climatique représente peut-être la plus grande menace à long terme. Les organismes spécialisés des sommets des tepuis ont évolué dans des conditions environnementales très strictes. Avec la hausse des températures et la modification des régimes de précipitation, ces espèces n'ont plus d'endroit où migrer. Elles occupent déjà l'habitat le plus élevé disponible. Mais notre voyage à travers l'Amérique du Sud ne fait que commencer. Nous nous dirigeons maintenant vers l'ouest, là où l'épine dorsale du continent s'élève. Une merveille géologique qui a tout façonné, des schémas climatiques à l'évolution elle-même. S'élevant telle une immense colonne vertébrale rocheuse à l'extrémité ouest de l'Amérique du Sud, la plus longue chaîne de montagnes continentales du monde s'étend sur plus de 7000 km, du Venezuela à la Terre de Feu. Par endroits, ces montagnes culminent à plus de 6700 mètres d'altitude, créant des mondes verticaux où les conditions changent radicalement à chaque pas vers le haut. C'est le royaume de l'air raréfié et des rayons ultraviolets intenses, des nuits glaciales et des journées brûlantes, des adaptations spécifiques qui permettent à la vie de prospérer là où l'oxygène est rare et où le temps peut changer en un instant. Les Andes ont été poussées vers le haut par des forces tectoniques il y a environ 45 millions d'années, créant des îlots écologiques isolés qui ont donné lieu à des adaptations évolutives remarquables. Des espèces séparées par des distances apparemment minimes
ont évolué en total isolement de leurs parents des vallées voisines. Ces montagnes ne sont pas de simples barrières, mais des créatrices de biodiversité, car leur présence façonne les conditions météorologiques sur l'ensemble du continent, générant des habitats allant des forêts humides de nuages sur les pentes orientales aux déserts arides sur les flancs occidentaux. Bienvenue dans les Andes, où la vie existe aux limites même des possibilités biologiques. Les Andes peuvent être appréhendées comme une série de zones écologiques superposées verticalement. Les pentes basses abritent des forêts denses nourries par l'air humide de l'Amazonie. Plus haut, elles cèdent la place à des forêts de nuages perpétuellement enveloppées de brume. Plus haut encore, s'étendent des prairies ouvertes appelées paramo ou puna. Enfin, au-dessus d'environ 5000 mètres d'altitude, apparaissent les roches et les glaces stériles de la zone alpine, un royaume où seuls les organismes les plus spécialisés survivent. Cette verticalité crée une biodiversité extraordinaire sur des distances horizontales relativement courtes. Un trajet de seulement 96 km de la base au sommet pourrait traverser autant de transitions écologiques qu'un voyage de 4800 km du Mexique au Canada. Des Andes assure la subsistance d'une grande partie de la population sud-américaine et d'innombrables espèces sauvages. Les glaciers et les zones humides d'altitude agissent comme des réservoirs naturels, libérant l'eau progressivement tout au long de l'année, un service hydrologique d'une valeur inestimable. Maintenant, rencontrons quelques créatures remarquables qui ont maîtrisé la vie dans ce monde vertical, chacune employant des stratégies différentes pour surmonter les défis des montagnes. Une ombre massive glisse sur un terrain accidenté. Les ailes déployées sur toute leur envergure de 3 mètres, un immense oiseau noir survole les courants thermiques ascendants sans même battre des ailes. Sur fond de sommets enneigés, le condor des Andes exécute un ballet aérien qui se joue sur ces montagnes depuis des millions d'années. Ce n'est pas un oiseau ordinaire. Le condor des Andes est l'un des plus grands oiseaux volants de la planète, les mâles pesant jusqu'à 15 kg. Sa taille est paradoxale. Trop lourd pour décoller sans l'aide de vents violents ou d'un lancement depuis des perchoirs élevés, il devient pourtant un maître de l'efficacité une fois en vol. Portés par les courants thermiques ascendants et les vents de montagne, les condors peuvent planer pendant des heures sans un seul battement d'aile, parcourant plus de 160 km par jour à la recherche de nourriture. Cette stratégie minimise la dépense énergétique dans un environnement où les calories sont précieuses et l'oxygène limité. Alors que le condor descend vers un affleurement rocheux, un trait distinctif devient visible. La grande crête charnue du mâle sur sa tête nue. Contrairement à leurs cousins à plumes, les condors ont la tête et le cou presque dépourvus de plumes. Une adaptation pour des raisons d'hygiène chez les oiseaux qui se nourrissent principalement de charognes. Leur rôle écologique est celui d'équipe de nettoyage de la nature. Dotés d'une vue exceptionnelle, ils localisent les animaux morts dans de vastes paysages, puis transforment la chair en décomposition en tissu vivant. Un service essentiel qui réduit la transmission des maladies aux autres animaux sauvages. L'oiseau atterrit avec une grâce surprenante malgré sa taille. Ses pattes puissantes maintiennent sa position tandis que son bec crochu, conçu pour déchirer et non tuer, entame le processus méthodique de dévoration d'une vigogne morte. Le système digestif du condor contient des acides puissants qui neutralisent les bactéries et les toxines qui rendraient la plupart des autres animaux malades. Contrairement à de nombreux oiseaux de proie qui se reproduisent chaque année, les condors investissent des ressources considérables dans chaque progéniture. Les couples s'unissent pour la vie et ne pondent généralement qu'un œuf tous les 2 ans. Les 2 parents couvent l'œuf pendant environ 2 mois, puis se partagent les tâches de nourrissage du poussin en pleine croissance. Le jeune condor reste dépendant de ses parents pendant 1 année entière, l'une des plus longues périodes de l'enfance d'un oiseau, avant de tenter ses premiers vols. Même alors, il peut rester en contact avec ses parents pendant plusieurs années encore, avant d'atteindre la maturité sexuelle à 8 ou 9 ans. Ce faible taux de reproduction rend les condors extrêmement vulnérables au déclin de leur population.
Lorsque les adultes disparaissent suite à un empoisonnement, à la chasse ou à des collisions avec des lignes électriques, l'espèce ne peut pas se rétablir rapidement. Autrefois présents dans les Andes, du Venezuela à la Terre de Feu, les condors ont disparu d'une grande partie de leur aire de répartition historique. Il reste moins de 10 000 adultes à l'état sauvage, leur statut variant de vulnérable à gravement menacé selon les régions. Les efforts de conservation se concentrent désormais sur la réduction des empoisonnements volontaires et accidentels, une menace persistante lorsque les condors consomment des carcasses de bétail traitées avec des médicaments vétérinaires ou empoisonnées délibérément pour lutter contre les prédateurs. Des programmes d'élevage en captivité ont permis de réintroduire avec succès des condors dans des zones où ils avaient disparu, même si des difficultés subsistent. Le condor revêt une profonde signification culturelle pour les peuples andins, qui le vénèrent depuis des millénaires comme un messager entre le monde terrestre et les cieux. Dans la cosmologie traditionnelle, le condor représente le monde d'en haut, une trinité complétée par le puma et le serpent. Alors qu'ils planent sans effort dans l'air le plus raréfié, les condors des Andes incarnent la liberté et la maîtrise de la dimension verticale, symbole vivant de ces magnifiques montagnes et de leur puissance durable. La brume matinale s'accroche à une pente boisée abrupte, au cœur des Andes. De la végétation dense émerge une silhouette sombre. Des oreilles arrondies encadrent un visage marqué par des cernes crème distinctifs autour des yeux, au motif aussi unique que des empreintes digitales humaines. Il s'agit de l'ours à lunettes, la seule espèce d'ours survivante d'Amérique du Sud et le dernier ours à face courte sur Terre. Une relique vivante dont les ancêtres dominaient autrefois le paysage du continent. Contrairement à leurs cousins du Nord, les ours à lunettes sont principalement végétariens, leur alimentation étant composée jusqu'à 95% de végétaux. Leurs mâchoires et molaires puissantes leur permettent de broyer facilement la végétation fibreuse et résistante. Leurs pattes avant, munies de longues griffes recourbées, servent d'outils de précision pour récolter les fruits, les baies et les tendres cœurs des broméliacées. Bien qu'ils ne soient pas faits pour traquer leur proie, ces ours complètent parfois leur alimentation avec de petits mammifères, des oiseaux et des insectes lorsque l'occasion se présente. Leur adaptation alimentaire la plus impressionnante réside dans leur talent à construire des plateformes d'alimentation dans les arbres, brisant et pliant les branches pour créer des surfaces stables où ils peuvent se reposer tout en consommant des fruits autrement inaccessibles. Mesurant environ 1,50 m de haut lorsqu'ils sont dressés, les ours à lunettes sont de taille modeste comparés aux grizzlies ou aux ours polaires. Pourtant, dans l'écosystème andin, ils jouent un rôle d'ingénieurs, créant des clairières et des sentiers bénéfiques à de nombreuses autres espèces. Les graines qui passent par leur système digestif germent plus facilement, ce qui en fait d'importants agents de dispersion de nombreuses espèces végétales. L'ours s'approche maintenant d'un ruisseau, ses muscles puissants visibles sous son épais pelage noir. Bien que n'étant pas un nageur spécialisé comme les ours bruns du Nord, il pénètre volontiers dans l'eau pour se rafraîchir ou cueillir des plantes aquatiques. Ses remarquables capacités d'escalade lui permettent d'escalader les arbres avec une rapidité surprenante, malgré un poids pouvant atteindre 155 kg. Contrairement à de nombreux ours, les ours à lunettes n'hibernent pas. Le climat relativement stable des Andes tropicales élimine la nécessité d'une dormance hivernale prolongée. Au contraire, ils restent actifs toute l'année, même s'ils peuvent devenir moins mobiles en période de pénurie de nourriture. Les ours donnent naissance à 1 ou 2 oursons dans des tanières isolées, souvent situées dans des grottes ou des arbres creux. Les oursons restent avec leur mère jusqu'à 1 an, acquérant des compétences de survie essentielles avant de voler de leurs propres ailes. Cette longue période de dépendance ralentit le rétablissement de la population lorsque les femelles adultes disparaissent. Historiquement présentes de l'ouest du Venezuela au nord de l'Argentine, les populations d'ours à lunettes ont connu un déclin spectaculaire. Aujourd'hui, il en reste moins de 10 000. Fragmentés en populations isolées aux échanges génétiques limités. L'UICN les classe comme vulnérables, bien que certaines populations locales soient considérées comme menacées.
La principale menace pesant sur les ours est la perte d'habitat, due à la déforestation des forêts de nuages au profit de l'agriculture, de l'exploitation forestière et de l'exploitation minière. Des conflits entre humains et ours surviennent là où les fragments de forêt restants bordent les terres agricoles, ce qui conduit à des abattages de représailles lorsque les ours endommagent les cultures. Bien que protégés par la loi sur l'ensemble de leur aire de répartition, leur application dans les régions montagneuses reculées reste difficile. L'espoir pour ces ours remarquables réside dans la création de corridors protégés reliant les populations isolées et dans la collaboration avec les communautés locales pour développer des pratiques agricoles respectueuses des ours. Là où l'écotourisme offre des incitations économiques à la conservation, l'attitude envers les ours s'est considérablement améliorée. Seule espèce d'ours d'Amérique du Sud, l'ours à lunettes occupe une niche évolutive et écologique unique. Sa présence continue dans les forêts nuageuses andines est à la fois biologiquement essentielle et culturellement significative. Plus haute encore dans les Andes, au-dessus de la limite des arbres, là où la végétation est clairsemée et où les vents soufflent constamment, un groupe d'élégants camélidés se déplace avec une grâce délibérée à travers le paysage ouvert. Leur fine laine couleur cannelle brille sous l'intense soleil de haute altitude. Ce sont des vigognes, les plus petites et les plus fragiles des espèces de camélidés d'Amérique du Sud. Ancêtres sauvages des alpagas domestiques, elles peuplent ces hautes terres hostiles depuis des millions d'années, développant des adaptations remarquables à la vie à des altitudes comprises entre 3000 et 4900 mètres. Se déplaçant avec la vigilance des proies, le troupeau maintient une formation précise, avec des groupes familiaux composés d'un mâle dominant, de plusieurs femelles et de leurs petits, tandis que les mâles célibataires forment des groupes séparés à la périphérie. Une sentinelle désignée monte souvent la garde en hauteur, prête à donner l'alerte aux premiers signes de danger. Ce qui rend les vigognes vraiment remarquables, c'est leur adaptation physique aux conditions extrêmes. Leur laine, la plus fine de tous les animaux avec seulement 12 microns de diamètre, les isole des températures qui fluctuent entre nuits glaciales et journées caniculaires. Leur sang, riche en hémoglobine, extrait efficacement l'oxygène de l'air raréfié. Leurs coussinets plantaires spécialisés minimisent l'impact sur la végétation fragile. Le troupeau s'approche maintenant d'un petit ruisseau. Contrairement à la plupart des animaux qui ont besoin d'eau quotidiennement, les vigognes ont acquis une efficacité remarquable et sont capables d'extraire suffisamment d'humidité de la végétation qu'elles consomment lorsque les sources d'eau gèlent. Leurs lèvres supérieures fendues fonctionnent comme un outil de récolte de précision, sélectionnant uniquement les parties les plus nutritives des herbes coriaces que les autres brouteurs ne peuvent pas utiliser. Cette alimentation sélective prévient le surpâturage, un facteur important dans un écosystème où la végétation pousse lentement en raison de conditions difficiles. Plutôt que de dévorer les plantes jusqu'au sol comme le bétail domestique, les vigognes ne coupent que les cimes, permettant une repousse rapide. Un mouvement au loin attire l'attention de la sentinelle. Un puma, principal prédateur des vigognes, s'approche sous le vent. Le cri d'alarme retentit immédiatement et le troupeau exécute une stratégie de fuite bien rodée. Les groupes familiaux se regroupent étroitement pendant la course, ce qui rend difficile l'isolement des individus par le prédateur. Leurs pattes fines, terminées par des pieds à 2 doigts rembourrés, les propulsent sur les terrains rocailleux à des vitesses approchant les 48 km/h. L'évolution a favorisé des corps plus légers et des pattes plus longues chez cette espèce, sacrifiant la puissance au profit de la vitesse et de l'agilité nécessaires pour échapper aux prédateurs en terrain découvert. L'histoire de la vigogne est à la fois tragique et pleine d'espoir. Vénérés par les Incas, qui les considéraient comme sacrés, les vigognes ne pouvaient être capturées, tondues et relâchées que lors de cérémonies spéciales. Leur laine était réservée exclusivement à la royauté, et tuer une vigogne était puni de mort. Cette protection s'est effondrée après la conquête espagnole. Dans les années 1960, la chasse non réglementée avait réduit la population de plusieurs millions à seulement 6000 individus. Menacées d'extinction imminente, les vigognes ont bénéficié d'une protection internationale urgente. Ce qui a suivi est devenu l'une des plus grandes réussites de la conservation. Sous une protection stricte,
les populations ont rebondi pour atteindre aujourd'hui plus de 350 000 individus. Des programmes de gestion innovants permettent désormais une récolte contrôlée de laine sur des animaux vivants, procurant ainsi des revenus aux communautés autochtones tout en préservant la pérennité des populations. Tous les 2 ans, les communautés locales organisent un chakou, un rassemblement traditionnel au cours duquel les vigognes sont soigneusement rassemblées dans des enclos temporaires, tondus puis relâchés saines et sauves. Un seul animal ne produit que 225 grammes de laine, ce qui explique pourquoi cette fibre luxueuse reste l'une des plus chères au monde. Ce modèle d'exploitation durable a transformé les vigognes, autrefois concurrentes pour les pâturages, en atout précieux pour la communauté, réduisant considérablement le braconnage et la conversion de l'habitat. Les biologistes considèrent désormais les vigognes comme une espèce de préoccupation mineure, un remarquable rétablissement après avoir été au bord de l'extinction. Pourtant, des défis subsistent. Le changement climatique menace les prairies d'altitude dont dépendent les vigognes, tandis que les opérations minières empiètent de plus en plus sur leur habitat. Le maintien de la connectivité entre les populations demeure essentiel à la santé génétique. La vigogne représente non seulement un succès en matière de conservation, mais aussi un modèle de gestion durable de la faune sauvage qui profite à la fois aux populations locales et aux écosystèmes, une preuve qu'avec une protection et une gestion appropriée, les espèces sauvages peuvent se rétablir même du bord de l'extinction. Aujourd'hui, l'impact humain sur les écosystèmes andins varie considérablement selon la région et l'altitude. Les pentes basses subissent une pression intense due à l'expansion agricole, notamment les plantations de café qui remplacent souvent la forêt indigène. Les altitudes moyennes souffrent d'exploitations forestières et minières non durables qui contaminent les bassins versants avec des métaux lourds et des produits chimiques de transformation. À plus haute altitude, le changement climatique représente la menace la plus grave. Les glaciers andins reculent à un rythme alarmant et la couverture glaciaire du Pérou a diminué de plus de 40% depuis les années 1970. Cette perte menace l'approvisionnement en eau de la faune et des millions de personnes qui dépendent de l'eau de fonte des glaciers pour leur consommation et leur irrigation. Pourtant, des efforts de conservation innovants sont porteurs d'espoir. La création d'aires protégées comme le parc national de Huascarán au Pérou préserve des habitats essentiels tout en soutenant un tourisme durable. Les programmes de paiement pour services écosystémiques récompensent les communautés des hautes terres pour l'entretien des bassins versants qui alimentent en eau les villes des basses terres. Depuis les hauteurs vertigineuses du Páramo andin, notre voyage nous mène maintenant vers l'est, sur des pentes où les forêts de nuages captent l'humidité des masses d'air amazoniennes. En suivant les rivières qui finiront par rejoindre la Grande Amazonie, nous arrivons à un endroit où l'histoire géologique a façonné l'un des paysages les plus insolites de la planète. L'aube se lève sur l'Amazonie. Les premières lueurs filtrent à travers les couches de la canopée, illuminant un monde qui abrite plus d'espèces que partout ailleurs sur notre planète. La brume s'élève du sol forestier tandis que la plus grande forêt tropicale du monde s'éveille. Un fleuve, tel un grand serpent brun, sillonne l'étendue verdoyante. L'Amazone. Long de plus de 6400 km, il draine un bassin presque aussi grand que les États-Unis continentaux. 1/10 des espèces connues vivent dans cette forêt. Plus de 40 000 espèces végétales. Plus de 2,5 millions d'espèces d'insectes. Des milliers d'oiseaux, de mammifères, de reptiles et d'amphibiens, dont beaucoup sont encore présents. Bienvenue dans la forêt amazonienne, poumon de notre planète, et plus grande vitrine de biodiversité que la Terre ait jamais connue. L'Amazonie s'étend sur 9 pays, mais son cœur se trouve au Brésil, où la forêt semble s'étendre à l'infini. Ici, la vie se décline en strates, du sol sombre de la forêt à la canopée ensoleillée, loin au-dessus. Chaque strate abrite ses propres communautés,
ses propres spécialistes et ses propres luttes quotidiennes pour la survie. Ici, les précipitations atteignent presque quotidiennement jusqu'à 2,7 mètres par an, alimentant d'innombrables rivières et ruisseaux qui sillonnent la forêt comme des veines. Ces cours d'eau sont des autoroutes pour des créatures à la fois magnifiques et mortelles. À travers les inondations et les sécheresses, le cycle de l'eau façonne tout. Ce qui rend l'Amazonie véritablement extraordinaire n'est pas seulement son ampleur, mais aussi sa complexité. Les relations entre les plantes et les animaux ont évolué au fil de millions d'années, créant des dépendances si complexes que la disparition d'une espèce peut en affecter d'innombrables autres. Maintenant, rencontrons quelques-uns des habitants les plus remarquables de ce labyrinthe vert, chacun étant un maître de l'adaptation à sa manière. Une silhouette musclée se déplace silencieusement dans les sous-bois. Son pelage doré tacheté de rosettes noires offre un camouflage parfait dans la lumière tamisée. Son regard fixe vers l'avant avec une intensité inébranlable. Le plus grand félin des Amériques est en chasse. Voici une femelle jaguar qui approche de son apogée à 4 ans. Avec près de 90 kilos, elle représente le summum des prédateurs terrestres amazoniens. Rien ici n'ose défier son règne. Contrairement à la plupart des félins, les jaguars ne craignent pas l'eau. Au contraire, ils l'adorent. Les rivières sont des autoroutes et des terrains de chasse pour ces puissants nageurs. Elle s'arrête au bord de l'eau, tous ses sens en éveil. Sa patience est légendaire. Elle peut rester immobile pendant des heures, attendant le moment idéal pour frapper. Une ondulation dans l'eau attire son attention. Un caïman, un crocodile presque de sa taille, glisse juste sous la surface. Pour la plupart des prédateurs, ce reptile cuirassé serait trop dangereux pour être considéré comme une proie. Mais le jaguar est différent. Elle calcule la distance, le timing, les angles d'approche, puis dans une explosion de puissance, elle se jette à l'eau. Ses puissantes mâchoires s'agrippent directement au crâne du caïman, précisément à l'endroit où la colonne vertébrale rejoint le cerveau. Sa force de morsure, la plus puissante de tous les félins par rapport à sa taille, enfonce des canines spécialisées dans l'os. La technique de chasse du jaguar est unique parmi les félins. Plutôt que la morsure à la gorge, plébiscitée par les lions, ou la poigne suffocante des léopards, les jaguars ont développé une méthode de mise à mort directe, une morsure perçant le crâne qui abat instantanément la proie. Maintenant, elle sort sa proie massive de l'eau et la transporte sous la protection d'une végétation dense pour se nourrir sans concurrence. Une chasse réussie lui évitera de tuer à nouveau pendant plusieurs jours. Les jaguars vivent en solitaire, les femelles occupant des territoires d'environ 60 km². Elles marquent leurs limites avec des grattages, de l'urine et des excréments qui avertissent les autres jaguars de garder leur distance. Ces chasseurs solitaires ne tolèrent la compagnie que pendant les brèves périodes de reproduction. Ce qui rend les jaguars vraiment remarquables, c'est leur adaptabilité. Ils chassent plus de 85 espèces différentes, des minuscules agoutis aux immenses tapirs, des poissons aux singes, des tortues de rivière aux cerfs. Cette flexibilité leur permet de survivre là où des prédateurs plus spécialisés échoueraient. Pourtant, même ces magnifiques félins sont confrontés à des menaces croissantes. La perte d'habitat a éliminé les jaguars de plus de 40% de leur aire de répartition historique. Le braconnage se poursuit malgré les protections légales. Et à mesure que les implantations humaines s'étendent en Amazonie, les conflits deviennent inévitables. Les efforts de conservation se concentrent désormais sur la création de corridors protégés, permettant aux jaguars de se déplacer entre des fragments de forêt isolés. Leur avenir dépend de notre volonté de partager le paysage avec ces magnifiques prédateurs.
Contrastant fortement avec le puissant jaguar, l'un des prédateurs les plus redoutables d'Amazonie pourrait tenir confortablement sur le bout d'un doigt. Sous un rayon de soleil, une touche de couleur éclatante se détache sur le sol brun de la forêt. Un bleu électrique tacheté de noir, tel un signal d'alarme naturelle. Il s'agit de la grenouille venimeuse bleue, et sa beauté est une publicité délibérée. Touchez-moi à vos risques et périls. Mesurant un peu moins de 5 cm de long, ces minuscules amphibiens contiennent suffisamment de toxines pour tuer 10 humains adultes. Leur peau sécrète de la batrachotoxine, un poison si puissant qu'il provoque une paralysie immédiate suivie d'un arrêt cardiaque. Les peuples autochtones récoltent cette toxine depuis des siècles, l'utilisant pour amorcer leurs fléchettes de sarbacane pour la chasse, d'où le nom commun de la grenouille. Contrairement à de nombreuses créatures de la forêt tropicale qui dissimulent leur présence, les dendrobates venimeux s'affichent avec audace. Leurs couleurs vives, allant du bleu cobalt au jaune soleil en passant par le rouge fraise, servent d'avertissement aux prédateurs potentiels. Cette stratégie, appelée aposématisme, est l'équivalent naturel d'un signal de danger. Ce qui est remarquable, c'est que ces grenouilles ne naissent pas toxiques. Leur poison provient de leur alimentation, notamment de certaines espèces de fourmis et de petits coléoptères qui contiennent des précurseurs chimiques que les grenouilles modifient ensuite et concentrent dans leurs glandes cutanées. Les grenouilles élevées en captivité ne développent jamais de toxicité. Malgré leur défense mortelle, les dendrobates venimeux sont des parents attentifs. Ce mâle garde une couvée d'œufs cachée sous une feuille. À l'éclosion, il transporte les têtards sur son dos, un par un, jusqu'aux petites mares formées dans les coupes des broméliacées, en haut des arbres. Chaque têtard est placé dans son propre petit bassin. Une stratégie qui élimine la compétition entre frères et sœurs, mais crée un autre défi, la pénurie de nourriture. La solution ? La femelle visite régulièrement chaque têtard et y dépose des œufs non fécondés comme nourriture jusqu'à la fin de la métamorphose. Ces grenouilles sont confrontées à un avenir incertain. Bien qu'elles ne soient pas actuellement menacées, leurs besoins spécifiques en matière d'habitat les rendent vulnérables au changement climatique et à la déforestation. Leur aire de répartition limitée et leurs besoins alimentaires spécifiques les empêchent de se déplacer facilement lorsque leur habitat forestier est perturbé. Le commerce illégal d'animaux de compagnie est peut-être le plus inquiétant. Leurs couleurs éclatantes en font des collections prisées, et des milliers d'entre elles sont sorties clandestinement d'Amérique du Sud chaque année, malgré les protections légales. Privées de leur régime alimentaire spécifique, les grenouilles captives perdent leur toxicité, mais se reproduisent rarement avec succès. La grenouille venimeuse nous rappelle qu'en Amazonie, même les plus petites créatures peuvent être extraordinaires. Matinée sur un lac en forme de bras mort au cœur de la forêt tropicale. L'eau calme reflète les arbres environnants, jusqu'à ce que la surface éclate dans un vacarme d'éclaboussures, de reniflements et de cris aigus qui résonnent à travers l'eau. Une famille de loutres géantes, les plus grandes loutres du monde, annonce sa présence avec une exubérance caractéristique. Pouvant atteindre jusqu'à 1,80 m de long et peser plus de 32 kg, ces mammifères sociaux comptent parmi les résidents les plus bruyants et les plus visibles de l'Amazonie. Ce groupe familial se compose d'un couple reproducteur dominant et de leurs petits des 2 dernières années, soit 8 loutres au total. Leur corps brun et lisse fend de l'eau avec une grâce extraordinaire, tandis que leurs taches blanches distinctives sur la gorge servent de marque d'identification unique permettant aux chercheurs et aux loutres elles-mêmes de les reconnaître. Contrairement à leurs cousines plus discrètes du monde entier, les loutres géantes d'Amazonie sont actives pendant la journée. Leur structure sociale complexe repose sur des liens familiaux renforcés par des contacts physiques constants, des vocalisations et une chasse coopérative. La famille se déplace alors avec une détermination soudaine. En formation de chasse, ils évoluent dans les eaux peu profondes comme une équipe coordonnée, rassemblant les poissons dans des espaces confinés. Leurs moustaches sensibles détectent le moindre mouvement dans l'eau trouble. Leurs puissantes pattes palmées leur confèrent une vitesse de pointe à laquelle peu de poissons peuvent échapper. Un grand pirarucu, l'un des plus grands poissons d'eau douce du monde, est détecté. Mesurant plus d'1,80 m de long,
Ce poisson ancien à respiration aérienne serait trop imposant pour être attaqué par une seule loutre. C'est pourtant la raison pour laquelle les loutres géantes vivent en groupe. 3 adultes convergent sous des angles différents, se relayant pour épuiser l'énorme poisson. Lorsque le Pirarucu fait surface pour aspirer de l'air, une exigence de son système respiratoire primitif, les loutres lancent leur attaque finale, traînant leur proie jusqu'à une plateforme d'alimentation constituée de végétation piétinée le long du rivage. La famille se nourrit en commun, selon une hiérarchie claire qui détermine qui mange en premier. La femelle dominante occupe la première place, tandis que les juvéniles attendent leur tour. Cependant, chacun reçoit sa part, et cette approche coopérative de la chasse assure la survie de toute la cellule familiale. Chaque famille de loutres possède un territoire s'étendant sur plusieurs kilomètres de rivages fluviaux ou lacustres, marqués par des monticules odorants distinctifs qui servent de panneaux olfactifs d'interdiction d'accès. Elles construisent plusieurs tanières avec des entrées sous-marines le long des berges de leur territoire, se déplaçant régulièrement de l'une à l'autre. Les loutres géantes étaient autrefois présentes dans la majeure partie du bassin amazonien et au-delà, mais leur population a connu un déclin spectaculaire. Chassées intensivement pour leur fourrure jusque dans les années 1970, leurs populations ne se sont jamais complètement rétablies. Aujourd'hui, la destruction de leur habitat et la pollution de l'eau constituent les principales menaces. Le mercure provenant des exploitations minières illégales est particulièrement dévastateur. Il contamine les poissons dont dépendent ces prédateurs et s'accumule dans leurs tissus. Là où les exploitations minières ont transformé les berges des rivières en paysages lunaires, les loutres disparaissent complètement. Avec moins de 5000 individus encore présents à l'état sauvage, l'avenir de ces animaux charismatiques est en jeu. Les zones protégées où la chasse et l'exploitation minière sont interdites offrent le meilleur espoir de survie. La vie quotidienne de ces animaux remarquables met en lumière une vérité cruciale sur l'Amazonie. Ici, l'eau et la terre ne sont pas des univers distincts, mais des systèmes interconnectés. Ce qui se passe dans l'un affecte inévitablement l'autre, une leçon que les humains commencent seulement à comprendre. La forêt amazonienne existe depuis au moins 55 millions d'années et est devenue l'écosystème le plus riche en biodiversité de la planète. Pourtant, au cours des 50 dernières années seulement, l'homme a détruit près de 20% de sa superficie totale, soit une superficie plus grande que la France. Le principal moteur reste l'expansion agricole, notamment l'élevage bovin et la production de soja. Le processus suit un schéma prévisible. Les bûcherons extraient du bois précieux, la végétation restante est brûlée pour défricher les terres, et les pâturages ou les cultures remplacent les forêts anciennes. Il existe pourtant des raisons d'espérer. Les communautés autochtones, qui gèrent ces forêts depuis des millénaires, voient leurs droits fonciers reconnus. Le sort de l'Amazonie et des créatures extraordinaires qui en dépend des décisions prises aujourd'hui. Il est clair qu'en protégeant cette forêt, nous protégeons non seulement la faune, mais aussi la stabilité climatique dont dépend toute vie. Alors que le puissant fleuve Amazone poursuit sa route vers l'est, il finit par se jeter dans l'océan Atlantique, déposant des sédiments ayant parcouru des milliers de kilomètres depuis les Andes. Mais notre voyage nous mène désormais vers le sud, vers une zone humide remarquable où l'eau et la terre cohabitent en parfait équilibre. S'étendant sur une partie du Brésil, de la Bolivie et du Paraguay, une vaste zone humide saisonnière vibre au rythme des crues annuelles. Durant les mois humides, jusqu'à 80% de cette immense plaine est submergée. À mesure que les eaux se retirent, une mosaïque de lacs, de canaux et d'îles émerge, créant l'un des écosystèmes les plus riches en faune sauvage de la planète. Voici le Pantanal, la plus grande zone humide tropicale de la planète. Contrairement à la canopée dense de l'Amazonie qui cache souvent sa faune, ici, les animaux se rassemblent en concentration spectaculaire autour des sources d'eau qui se raréfient pendant la saison sèche.
Un cycle naturel de prospérité et de famine, d'inondations et de sécheresse façonne la vie ici depuis des millions d'années. Les animaux ont développé des stratégies remarquables pour prospérer dans ce paysage en constante évolution, où l'adaptation est non seulement avantageuse mais essentielle à la survie. Ici, les frontières entre l'eau et la terre s'estompent. Les poissons nagent dans les forêts inondées. Les oiseaux nichent dans les arbres mais se nourrissent dans l'eau. Des mammifères adaptés aux deux environnements dominent le paysage. Bienvenue au Pantanal, où la plus grande concentration d'animaux sauvages d'Amérique du Sud se rassemble dans une démonstration spectaculaire de la résilience de la nature. Le Pantanal suit un cycle annuel prévisible. De novembre à mars, les pluies estivales transforment le paysage. Les rivières débordent et le niveau de l'eau peut monter de 3 mètres ou plus dans la plaine inondable. De nombreux animaux terrestres se réfugient sur des îles isolées en altitude. Puis, d'avril à octobre, la saison sèche s'installe. Le niveau de l'eau baisse, concentrant les poissons dans des bassins de plus en plus étroits. Cela déclenche l'un des plus grands spectacles de la nature, d'énormes rassemblements de prédateurs profitant de proies soudainement vulnérables. Ce cycle d'inondation n'est pas une catastrophe, mais le moteur essentiel de l'écosystème. Les inondations déposent des sédiments riches en nutriments sur la plaine, favorisant une végétation luxuriante lorsque les eaux se retirent. L'alternance de phases humides et sèches crée une variété d'habitats qui abritent une extraordinaire diversité d'espèces. Rencontrons quelques-uns des habitants les plus remarquables de cette zone humide dynamique, chacun étant particulièrement adapté pour prospérer dans un monde défini par le va-et-vient de l'eau. Le soleil matinal illumine un paysage préhistorique. Des dizaines, non. Des centaines de formes reptiliennes bordent les rives d'un lagon en voie de disparition. Leur dos cuirassé perce la surface de l'eau. Leur queue striée se balance d'avant en arrière avec une lenteur délibérée. Et leurs puissantes mâchoires, garnies de dents coniques, attendent avec une patience ancestrale. Il s'agit de caïmans yakar, le crocodilien le plus abondant au monde, qui se rassemblent en nombre étonnant à mesure que les eaux du Pantanal se retirent. À première vue, ces reptiles peuvent sembler identiques, mais un examen plus approfondi révèle une hiérarchie sociale à l'œuvre. Les plus grands mâles, dont certains mesurent plus de 3 mètres de long, occupent les positions privilégiées au bord de l'eau. Les individus plus petits sont contraints de se réfugier dans des endroits moins recherchés ou de rester immergés. Pendant la saison des pluies, les caïmans se dispersent largement dans les zones inondées, mais avec le retrait des eaux, ils se rassemblent par milliers autour des plans d'eau permanents. Cette concentration joue un rôle écologique crucial. Leur frénésie alimentaire empêche les poissons de devenir trop nombreux dans ces espaces restreints. Maintenant, avec la hausse des températures matinales, le métabolisme s'accélère. Un caïman se jette à une vitesse explosive, ses mâchoires se refermant sur un poisson-chat qui s'est aventuré trop près. La précision de l'attaque dément la posture apparemment léthargique que ces reptiles maintiennent pendant des heures. Contrairement à de nombreux prédateurs qui doivent poursuivre leur proie, les caïmans adoptent une stratégie d'embuscade économe en énergie. Ils peuvent survivre des mois entre 2 repas copieux, une adaptation essentielle pour un prédateur dont les sources de nourriture fluctuent considérablement au fil des saisons. Pendant la saison de reproduction, les caïmans mâles émettent des vibrations infrasoniques profondes qui ondulent visiblement à la surface de l'eau. Ces démonstrations établissent leur domination et attirent les femelles. Après l'accouplement, les femelles construisent des nids en monticules de végétation où la chaleur de décomposition incubera leurs œufs. Lorsque les œufs éclosent, après environ 70 jours, les mâchoires redoutables de la femelle, capables de broyer carapaces de tortues et os de mammifères, deviennent des instruments d'une précision extrême. Elle ouvre délicatement les œufs pour libérer les oisillons qui se débattent, puis porte les bébés de 20 cm jusqu'à ce qu'ils soient arrosés. Pendant environ 1 an, elle restera à proximité,
répondant aux cris de détresse de ses petits. Ces soins parentaux améliorent considérablement les chances de survie dans un environnement peuplé de prédateurs avides de dévorer les nouveau-nés vulnérables. Les caïmans yakars ont autrefois été confrontés à une intense pression de chasse pour leur peau, des millions d'entre eux ayant été tués entre les années 1960 et 1080. Depuis qu'ils ont reçu une protection, leur population a rebondi de manière remarquable pour atteindre environ 10 millions d'individus, une rare réussite en matière de conservation parmi les crocodiliens. Mais ce succès pose de nouveaux défis. À mesure que le nombre de caïmans augmente, les interactions avec les humains se multiplient, notamment avec les ranchs qui occupent une grande partie des hauteurs du Pantanal. La plupart des éleveurs reconnaissent désormais que les caïmans ne représentent qu'une faible menace pour le bétail adulte et qu'ils contribuent même à l'exploitation des ranchs en contrôlant les populations de capybaras, en compétition avec le bétail pour l'herbe. Ce qui rend ces reptiles anciens vraiment remarquables, c'est leur importance écologique. En tant que prédateurs supérieurs, ils régulent les populations de poissons. Leur monticule de nidification crée des micro-habitats surélevés pour les plantes lors des inondations. Et pendant les sécheresses, leurs marécages deviennent les ultimes refuges de la vie aquatique. Ils sont, à bien des égards, des ingénieurs écosystémiques dont la présence façonne l'ensemble de la zone humide. Mesurant près d'1,50 m de haut et d'une envergure de plus de 2,50 m, cet imposant oiseau noir et blanc domine le paysage. Son bec massif, légèrement retroussé et pointu, est aussi distinctif que sa tête et son cou entièrement chauve, rouge-noir. Il s'agit de la cigogne jabiru, le plus grand oiseau volant d'Amérique du Sud et un symbole emblématique du Pantanal. Tandis que la cigogne se déplace d'un pas mesuré dans l'eau jusqu'aux genoux, ses yeux rouges scrutent attentivement les mouvements sous la surface. Sa stratégie de chasse repose à la fois sur la patience et la précision, une approche spécialisée affinée au fil de millions d'années d'évolution. Là, un léger mouvement. Le jabiru se fige, puis frappe avec une rapidité étonnante. Son bec massif plonge sous la surface et émerge, un poisson se tortillant empalé à son extrémité. D'un mouvement de tête habile, la cigogne replace sa prise et l'avale tout entière. Les jabirus sont des prédateurs opportunistes dont le régime alimentaire varie au fil des saisons. En période de crue, ils se concentrent sur les poissons, les grenouilles et les invertébrés aquatiques. À la baisse, ils ciblent les poissons échoués dans les mares isolées. Durant les mois les plus secs, ils consomment des serpents, des petits mammifères et même des œufs de caïman. Cette flexibilité alimentaire est essentielle à la survie dans les conditions fluctuantes du Pantanal. Contrairement aux espèces spécialisées qui dépendent de sources alimentaires particulières, les jabirus peuvent exploiter toutes les ressources disponibles lorsque le paysage passe de plaine inondée à savane aride et inversement. Perché au sommet d'un arbre massif, à l'abri des prédateurs terrestres, un couple de jabirus entretient son nid, une immense plateforme de branches pouvant mesurer 2 mètres de diamètre et peser des centaines de kilos. Le même nid peut être utilisé pendant des décennies, s'agrandissant chaque année à mesure que le couple ajoute de nouveaux matériaux. Les deux parents se partagent la couvaison de leur couvée, généralement composée de 2 à 4 œufs. À l'éclosion, les poussins sont impuissants et dépendent entièrement de leurs parents, qui se relaient pour apporter la nourriture régurgitée au nid. Pendant environ 4 mois, les parents s'occupent de leur progéniture en pleine croissance jusqu'à son envol. Même à ce moment-là, les jeunes jabirus restent dépendants des adultes qui leur enseignent des techniques de chasse sophistiquées avant d'atteindre leur pleine indépendance. Le cycle annuel de reproduction est précisément programmé pour coïncider avec la saison sèche, période durant laquelle les proies se concentrent dans des étendues d'eau de plus en plus réduites. Cela garantit une disponibilité alimentaire maximale lorsque les besoins énergétiques liés à l'élevage des jeunes sont les plus élevés. Les populations de jabirus ont connu un déclin important au XXe siècle en raison du drainage des zones humides et de la chasse. Aujourd'hui, avec environ 5000 individus restants, on considère qu'ils dépendent de la conservation. Le Pantanal représente leur dernier bastion, abritant la plus grande population reproductrice de toute leur aire de répartition.
Les efforts de conservation se concentrent désormais sur la protection des arbres gigantesques dont ces oiseaux ont besoin pour nicher et sur le maintien du cycle naturel des crues qui conditionne leur disponibilité alimentaire. Les agriculteurs et les éleveurs de la région reconnaissent de plus en plus ces magnifiques oiseaux comme des alliés naturels pour contrôler les populations de ravageurs agricoles. Le jabiru illustre le caractère unique du Pantanal. Une créature parfaitement adaptée pour exploiter la frontière mouvante entre la terre et l'eau, capable de parcourir de vastes distances mais intimement liée à cette remarquable zone humide pour sa survie. Un cri rauque distinctif résonne dans le calme d'un lit de rivière. Pendant des siècles, les inondations saisonnières du Pantanal ont freiné le développement humain intensif. L'élevage traditionnel, pratiqué depuis plus de 200 ans sur les prairies naturelles pendant les périodes de sécheresse, a permis une coexistence relativement stable avec la faune sauvage. De fait, de nombreux ranchs ont involontairement protégé l'habitat en empêchant la conversion à l'agriculture intensive. Cet équilibre est aujourd'hui menacé. En 2020, des incendies catastrophiques ont ravagé environ 30% du Pantanal. Une catastrophe sans précédent liée à la fois au changement climatique et à l'évolution des pratiques de gestion des terres. Des zones qui brûlaient autrefois à intervalles de quelques décennies ont été consumées par des flammes d'une intensité inhabituelle, dévastant les populations d'animaux sauvages. L'avenir du Pantanal dépend des pressions du développement et de la reconnaissance croissante de sa valeur écologique irremplaçable. En tant que l'un des plus grands réservoirs de biodiversité de la planète et puits de carbone essentiel, sa protection représente une priorité non seulement régionale, mais mondiale. Depuis les vastes zones humides du Pantanal, notre voyage nous emmène maintenant vers l'ouest et vers le haut jusqu'au toit du continent, où la vie s'est adaptée à l'un des environnements les plus difficiles de la Terre. À l'extrémité sud de l'Amérique du Sud, là où le continent s'amenuise jusqu'à une extrémité accidentée, s'étend une terre façonnée par le vent, la glace et l'isolement. De vastes steppes s'étendent à perte de vue. Des pics montagneux déchiquetés déchirent des nuages persistants. Les glaciers, vestiges d'anciennes périodes glaciaires, creusent encore des vallées et déversent des icebergs dans des lacs glacés. Il s'agit de la Patagonie, une région de 400 000 miles carrés partagée par l'Argentine et le Chili qui représente l'une des dernières grandes zones sauvages de l'hémisphère sud. Ici, la vie s'exerce selon les lois de la nature. Les vents peuvent dépasser les 160 km/h, balayant le paysage et façonnant le terrain et les créatures qui y vivent. Les températures fluctuent considérablement, atteignant parfois 30 degrés en une seule journée. Les précipitations varient entre des conditions désertiques à l'est et des forêts parmi les plus humides de la planète à l'ouest. Cet environnement hostile a donné naissance à des adaptations extraordinaires chez les plantes et les animaux qui y vivent, des stratégies spécialisées pour survivre à des conditions qui écraseraient des formes de vie moins résilientes. Bienvenue en Patagonie, où la survie exige non seulement de la force mais aussi de l'ingéniosité, où la vie persiste contre toute attente. La beauté austère de la Patagonie résulte d'une histoire géologique complexe. La collision des plaques tectoniques a soulevé les Andes le long de la bordure occidentale, tandis que les périodes glaciaires ont recouvert à plusieurs reprises une grande partie de la région de glace. Au gré de leur progression et de leur retrait, les glaciers ont sculpté le paysage, créant les paysages spectaculaires que nous connaissons aujourd'hui. Le climat de la région est déterminé par sa position sur la trajectoire des vents d'ouest dominants qui soufflent autour des hautes latitudes de l'hémisphère sud. Ces vents accumulent l'humidité au-dessus de l'océan Pacifique, la déposent sous forme de pluie et de neige sur les Andes occidentales, puis se dirigent vers l'est sous forme d'air sec, créant une zone d'ombre pluviométrique qui laisse une grande partie de la Patagonie argentine dans un environnement semi-aride. Ce gradient environnemental marqué, des forêts tropicales tempérées à l'ouest aux steppes balayées par le vent à l'est, crée des habitats distincts abritant des communautés végétales et animales spécialisées.
découvrons 3 habitants remarquables de ce royaume méridional, chacun démontrant des stratégies différentes pour prospérer dans l'un des environnements les plus difficiles de la planète. Le long de la côte atlantique de la Patagonie, un étrange passager effectue son trajet quotidien. Bien que son plumage, semblable à celui d'un smoking, évoque une élégance formelle, ses mouvements sur terre sont résolument maladroits, une démarche dandinante ponctuée de dégringolades occasionnelles sur des pentes sablonneuses. Il s'agit du manchot de Magellan, un oiseau remarquable qui relie 2 mondes en volant sous l'eau avec la grâce d'une flèche tout en apparaissant comiquement déplacé sur terre. Mesurant environ 60 cm de haut et pesant jusqu'à 6,3 kg, ces manchots de taille moyenne vivent dans les eaux froides et sur les côtes proches de la pointe sud de l'Amérique du Sud. Contrairement à leurs cousins antarctiques qui bravent les conditions les plus rudes du continent, les manchots de Magellan représentent une adaptation plus tempérée de la famille des manchots. Ce qui rend ces oiseaux extraordinaires, c'est leur mode de vie amphibie. Sur Terre, ils paraissent vulnérables et disgracieux. Mais une fois dans l'eau, une transformation s'opère. Leur corps, effilé par l'évolution, fendent les vagues avec une résistance minimale. Leurs ailes, inutiles pour le vol aérien, se transforment en puissantes nageoires qui les propulsent à des profondeurs dépassant 45 mètres. Un groupe entre alors dans l'eau pour sa partie de pêche quotidienne. La gêne disparaît instantanément. Plongeant en unité coordonnée, ils poursuivent les bancs de petits poissons avec une agilité remarquable. Leur coloration noir et blanc constitue un camouflage parfait. Leur dos sombre se fond dans les profondeurs de l'océan vu d'en haut, tandis que leur ventre blanc disparaît dans la clarté des eaux de surface vues d'en bas. Ces expéditions de chasse peuvent s'étendre sur 48 km du rivage et durer toute la journée. Les oiseaux consomment jusqu'à 1 kg de poissons et de calmars par jour aux périodes de pointe. Cette abondance de nourriture leur permet de constituer les réserves de graisse nécessaires pour survivre aux périodes de jeûne pendant la reproduction et la mue. Les manchots de Magellan sont monogames, les couples se réunissant souvent dans le même terrier année après année, après avoir passé des mois séparés en mer. La reconnaissance se fait par des vocalisations distinctives, et l'appel de chaque manchot est unique, permettant aux partenaires de se retrouver parmi des colonies qui peuvent compter des centaines de milliers. Plutôt que de nicher en terrain découvert comme de nombreuses espèces antarctiques, les manchots de Magellan creusent des terriers jusqu'à 4,5 mètres de profondeur dans un sol meuble ou utilisent des crevasses naturelles dans les zones rocheuses. Ces abris protègent les œufs et les poussins des intempéries et des prédateurs aériens comme les labs et les goélands. Les 2 parents se partagent les tâches d'incubation pendant les 40 jours de développement, se relayant pendant que leur partenaire se nourrit en mer. Après l'éclosion, les poussins restent dans le terrier pendant environ 1 mois avant d'émerger pour former des jardins d'enfants, des groupes de jeunes manchots qui se protègent mutuellement pendant que les parents effectuent des voyages de recherche de nourriture de plus en plus longs. Vers 60 à 70 jours, les jeunes manchots développent leur plumage juvénile imperméable et s'aventurent dans l'océan. Ils ne rejoindront les colonies de reproduction qu'après avoir atteint la maturité sexuelle, vers 4 à 5 ans. Les manchots de Magellan sont confrontés à diverses menaces, tant naturelles qu'anthropiques. Sur Terre, des prédateurs introduits comme les chats et les rats s'attaquent aux œufs et aux poussins dans certaines zones de reproduction. En mer, ils sont confrontés à la concurrence de la pêche commerciale qui cible les mêmes espèces de poissons dont dépendent les manchots. Les déversements d'hydrocarbures le long de leur habitat côtier sont peut-être les plus inquiétants. Contrairement à de nombreux oiseaux qui meurent immédiatement après une exposition au pétrole, les manchots survivent souvent au contact initial, mais meurent lentement, soit par hypothermie, le pétrole compromettant les propriétés isolantes de leurs plumes, soit par empoisonnement lorsqu'ils tentent de se nettoyer. Les efforts de conservation se concentrent sur la protection des colonies de reproduction, la création d'aires marines protégées préservant les zones d'alimentation essentielles et l'amélioration des capacités d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures. Grâce à une gestion rigoureuse, les populations semblent stables dans la plupart des régions.
même si l'impact du changement climatique sur la disponibilité des proies demeure préoccupant. Le manchot de Magellan illustre une adaptation réussie aux conditions exigeantes de la Patagonie. Un oiseau également à l'aise dans deux environnements radicalement différents, maîtrisant les deux grâce à des adaptations spécialisées développées au cours de millions d'années d'évolution. À travers les plaines balayées par le vent de Patagonie, un troupeau d'élégants camélidés évolue avec une vigilance méticuleuse. Leur pelage brun doré se marie parfaitement avec les herbes fauves qui s'étendent à perte de vue. Leur long cou, surmonté d'oreilles alertes et de grands yeux, guette constamment le danger. Ce sont des guanacos, les parents sauvages des lamas domestiques et parmi les grands herbivores les mieux adaptés des régions méridionales de l'Amérique du Sud. Mesurant environ 1,20 m au garrot et pesant jusqu'à 136 kg à l'âge adulte, les guanacos possèdent une grâce qui dément leur taille. Leurs pattes coussinées se déplacent silencieusement sur les terrains rocailleux, tandis que leur système digestif efficace extrait un maximum de nutriments d'une végétation clairsemée. Ce qui rend les guanacos vraiment remarquables, c'est leur capacité à prospérer dans l'un des environnements les plus exigeants de la planète. Le climat rigoureux de la Patagonie présente de multiples défis, tels que des hivers glaciaux, des étés caniculaires, des vents implacables et des précipitations imprévisibles. Pourtant, les guanacos ont des solutions pour chacun de ces défis. Leur laine offre une isolation supérieure à presque toutes les autres fibres naturelles, 25% plus chaude que la laine de mouton tout en étant extraordinairement légère. Contrairement à de nombreux mammifères qui muent de façon saisonnière, les guanacos conservent leur isolation toute l'année, mais adaptent leur métabolisme pour éviter la surchauffe pendant les mois les plus chauds. La conservation de l'eau constitue une autre adaptation remarquable. Capables d'extraire l'humidité de la végétation la plus sèche, les guanacos peuvent survivre de longues périodes sans boire, une capacité essentielle dans un paysage où les sources d'eau fiables peuvent être dispersées. La structure sociale joue un rôle crucial dans la stratégie de survie des guanacos. Le troupeau que nous observons représente un groupe familial. Un mâle dominant et un harem de femelles et de leurs petits. Le mâle maintient une vigilance constante, se tenant souvent en hauteur pour surveiller les environs. Au premier signe de danger, il émet un cri d'alarme aigu qui met immédiatement le troupeau en fuite. À l'approche d'un prédateur, le puma déclenche exactement cette réaction. L'alarme du mâle fait fuir les femelles et leurs petits, tandis qu'il tient brièvement le terrain, attirant l'attention du prédateur avant de s'enfuir. Ce comportement d'abnégation augmente les chances de survie des femelles reproductrices et de la génération suivante. Les guanacos entretiennent des systèmes territoriaux complexes. Les groupes familiaux occupent les meilleures zones de pâturage, tandis que les jeunes mâles forment des troupeaux séparés, célibataires, qui parcourent de plus grandes distances. Ces groupes servent de réservoir de diversité génétique et de remplaçants potentiels lorsque les mâles territoriaux sont déplacés. L'un des comportements les plus distinctifs du guanaco se manifeste lors des conflits entre mâles en compétition pour le territoire et femelles. Plutôt que de se livrer à des combats physiques potentiellement dangereux, ils se livrent à des concours de crachats rituels, projetant le contenu de leur estomac partiellement digéré sur leur rival. Cette stratégie permet de résoudre les conflits tout en minimisant les risques de blessures. Leur stratégie de reproduction reflète leur adaptation aux conditions difficiles de la Patagonie. Un seul petit, appelé chulengo, naît pleinement développé après une gestation de 11 mois, capable de courir en moins de 5 minutes. Ce développement précoce est essentiel dans un environnement où la vulnérabilité est synonyme de mort. Autrefois composée de millions d'individus en Patagonie, les populations de guanacos ont connu un déclin spectaculaire au cours du XXe siècle en raison de la perte d'habitat, de la chasse et de la concurrence avec les moutons introduits. À leur plus bas niveau, il en restait moins de 600 000. Les récents efforts de conservation ont permis une modeste reconstitution, atteignant environ 1,2 million d'individus, un chiffre encore bien inférieur aux chiffres historiques.
Le plus grand défi en matière de conservation consiste à atténuer les conflits avec l'élevage ovine qui occupe une grande partie de l'aire de répartition naturelle du guanaco. Les éleveurs progressistes reconnaissent de plus en plus que des populations modérées de guanacos peuvent coexister avec des élevages ovins durables, souvent axés sur différents types de végétation. En Patagonie, la frontière entre la survie et l'extinction est très mince, mais la vie persiste avec grâce, force et une ingéniosité étonnante. Du pingouin qui vit dans un terrier au guanaco vigilant, chaque habitant raconte une histoire d'adaptation écrite dans le langage de l'endurance. Ce n'est pas seulement un lieu au paysage spectaculaire, c'est une nature sauvage vivante et respirante, où l'évolution est gravée dans chaque plume, chaque fibre et chaque empreinte. Des profondeurs émeraudes de l'Amazonie, où les jaguars rôdent dans les forêts inondées et où les grenouilles venimeuses brillent comme des joyaux, jusqu'à la vaste étendue d'eau du Pantanal, où les caïmans se rassemblent par milliers et où les loutres géantes chassent en meute coordonnée, jusqu'aux hauteurs vertigineuses des Andes, où les condors chevauchent les courants thermiques au-dessus des sommets anciens et où les ours à lunettes escaladent les forêts de nuages à la recherche de fruits, jusqu'au sommet mystique des tepuis, où les grenouilles venimeuses dorées et les broméliacées carnivores prospèrent en isolement. Et enfin, dans les plaines balayées par le vent de Patagonie, où les guanacos distancent les pumas et où les manchots de Magellan bravent les eaux glacées, les lieux sauvages d'Amérique du Sud mettent en valeur la résilience, la diversité et l'ingéniosité pure de la nature. Pourtant, ces écosystèmes sont confrontés à des défis sans précédent. La déforestation, le changement climatique, l'exploitation minière et l'empiètement humain menacent des espèces qui ont évolué au fil de millions d'années. L'Amazonie brûle, les eaux du Pantanal sont polluées, les glaciers andins reculent, et même les tepuis isolés ne sont pas à l'abri de l'impact humain. Mais il y a de l'espoir. Les efforts de conservation menés par les communautés autochtones, les scientifiques et les acteurs locaux portent leurs fruits. Les jaguars reconquièrent des territoires perdus, les vigognes se sont remises d'une quasi-extinction et les zones protégées s'étendent. L'écotourisme prouve que la faune sauvage peut avoir plus de valeur vivante qu'exploitée. La nature sauvage d'Amérique du Sud n'appartient pas seulement au passé, mais constitue une force vivante, toujours sauvage et indomptée. Son sort repose entre nos mains. Saurons-nous protéger ces derniers grands refuges de biodiversité? Ou les laisserons-nous disparaître? Le choix nous appartient. Vous êtes tombé amoureux des merveilles sauvages de l'Amérique du Sud? Appuyez sur ce bouton. J'aime et faites-nous part de vos animaux ou lieux préférés dans les commentaires ci-dessous, nous aimerions avoir de vos nouvelles. Si vous croyez en la protection de ces paysages à couper le souffle et de la faune qui y vit, partagez cette vidéo et faites passer le message. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour ne rien manquer de notre prochaine aventure dans la nature. D'ici là, restez curieux, restez sauvages et à bientôt pour la prochaine aventure.